Nous allons donc commencer avec la première conférence qui est présentée par Christine Vivet-Péclé, conservatrice en chef au Musée national de la céramique à Sèvres. Dans cette présentation, elle va, j'espère, attiser votre curiosité et vous donner envie de découvrir l'exposition organisée à l'occasion du bicentenaire du musée, qui s'intitule Merveilles. Mais merveilles de qui, de quoi et de quelle période? Je vous laisse le découvrir dans cette conférence. Je vous remercie et je vous remercie d'être ici pour écouter ce que je vais vous présenter sur cette exposition à venir. Ma tâche est un peu complexe puisque je souhaite vous faire envie de découvrir cette exposition tout en ne vous dévoilant pas tout ce que vous allez y trouver. Donc c'est un peu mon défi aujourd'hui. Donc le musée de Sèvres fête cette année ses 200 ans. Et à cette occasion, donc, propose une exposition centrée sur ses collections uniquement, il n'y a aucun prêt extérieur, et spécifiquement sur les œuvres qui sont en réserve. Le commissariat de l'exposition est assuré par l'ensemble des 5 conservatrices, et notre objectif, à travers 10 thèmes, est de décliner en fait les collections à la manière de cabinets de curiosité, à travers un choix d'œuvres donc vraiment très varié. Je suis en charge donc des collections de 1800 à 1945 et donc ce sont plutôt ces collections que je vais vous présenter aujourd'hui. Évidemment, le musée se place sous le parrainage de figures tutélaires, dont la première est Alexandre Brongniart, qui est donc nommé directeur de la manufacture. Vous connaissez tous son parcours. Et en fait, il a la volonté, dès 1801, de créer un musée. Et donc, il écrit au ministère de l'Intérieur, Lucien Bonaparte, « Je crois utile au progrès de l'art, de la poterie et à son histoire de rassembler d'une manière méthodique dans l'établissement national qui a été l'école d'une branche de cet art et qui doit être celle de l'art tout entier, tous les objets et de sciences qui peuvent servir à l'histoire de la poterie fine et commune. » Avec ce dessin, il pense dans un premier temps s'appuyer sur les objets déjà présents sur le site de la manufacture et espère, sans trop de dépenses, en acquérir d'autres. Et il sait déjà où installer son musée, puisqu'il l'installera dans les salles du magasin de vente de la manufacture, libéré, puisque la manufacture ouvre alors un magasin à Paris. La seconde figure tutélaire, pour nous les conservatrices, est donc la personne de Denis-Désiré Rieucreux, qui est le premier conservateur du musée. Et en fait, il est d'abord peintre à la manufacture, élève de Pierre-Joseph Redouté. Il est spécialisé dans la peinture de fleurs et doit cesser son activité en raison de problèmes de vue qui lui font craindre la cécité. En 1823, Brongniart lui propose de l'assister dans son grand projet, celui d'un musée universel, et il devient donc ainsi le premier conservateur de la bibliothèque et du musée céramique. Il occupera ce poste jusqu'à sa mort en 1872. Il va dès lors procéder au classement méthodique des différentes pièces et échantillons qui existaient déjà, celles rassemblées ensuite par Brongniart qui part en mission à travers l'Europe pour rassembler des échantillons significatifs, qui fait aussi appel à des collecteurs en fait, qui partent dans le monde entier. Donc c'est vraiment Rieucreux qui va avoir ce rôle très important dans la classification en fait, des pièces du musée. Il accueille très volontiers les visiteurs, il leur fait même l'honneur de la visite du musée et il répond à toutes les sollicitations des chercheurs. Il
il peut aussi intervenir, notamment pour la question de la pâte sur pâte, en fait, en travaillant avec les artisans de la manufacture, puisqu'il a pu étudier le pièce chinoise qui était arrivé dans les collections. Et en fait, il consacre vraiment tout son temps à l'étude des collections, si bien que nous avons assez peu d'ouvrages en fait, signés de lui, si ce n'est la description méthodique du musée qu'il co-signe avec Brongniart. Et en fait, on peut retenir qu'il a vraiment eu à cœur son musée jusqu'à la fin de sa vie, puisque sa dernière action héroïque se situe lors du siège de Paris de septembre 1870 à janvier 71, puis lors de la Commune de mars à mai 1071, où il va décider de mettre à l'abri les collections. Donc nous voulions vraiment lui rendre hommage aussi, comme premier conservateur dans cette exposition. Pour ne pas trop dévoiler les choses, je vais revenir maintenant à une présentation un peu chronologique de quelques-unes des pièces que vous pourrez voir dans l'exposition. Évidemment, et je pense que beaucoup d'entre vous ne l'ignorent pas, la collection qui est réunie par Brongniart s'appuie sur des collections qui sont déjà au musée, comme la collection de Denon, une collection d'antiques, et que Brongniart souhaite vraiment mettre à la disposition des artisans afin de servir de modèle en fait, pour des pièces qu'ils vont créer dès le début du XIXe siècle. Donc ici, vous avez, vous voyez, vraiment cet exemple des pièces antiques et à côté, des pièces produites à la manufacture qui s'en inspirent complètement par la forme, si ce n'est par le décor. Cette pratique se poursuivra assez longtemps en fait, à la manufacture et je vous présente aussi ces trois pièces qui sont plus en avant dans le siècle, mais là encore inspirées de pièces antiques. C'est assez intéressant à comparer, puisque je ne l'ai pas précisé au départ, mais évidemment, je pense que vous le savez tous, le musée de Sèvres ne conserve pas uniquement des pièces de Sèvres, mais bien des exemples de céramique de la préhistoire à nos jours. Et donc ici, vraiment à la même date où Sèvres produit ces pièces, on peut voir à Paris une toute autre inspiration, cette fois-ci médiévale, avec donc ces pièces qui reproduisent les lancettes de vitraux gothiques. Parmi les pièces bien connues en fait, de la manufacture, il y a évidemment les nombreux services, dont ce service, le service au marlis d'or en fait, qui est une commande perpétuelle qui est faite aux artisans de la manufacture. Elle commence en 1805 et sa production va se poursuivre sous la Restauration. Il est donc fait appel aux différents peintres de la manufacture selon leur spécialité, fleurs, paysages, animaux, et l'accent est mis évidemment sur le travail de l'or, sur les marlis, avec effectivement chacune des assiettes qui peut présenter des décors un peu spécifiques. Toujours dans l'or, parmi les dernières acquisitions du musée, je vous présente ici le sucrier Ananas, qui appartient à un ensemble de pièces qui forment le déjeuner dit de formes variées. L'idée en revient à Alexandre Brongniart, qui en 1813 va décider de créer de nouvelles formes autour d'une théière existante déjà, qui s'appelle œuf et serpent. Et il imagine autour de cette pièce déjà assez exceptionnelle, donc ce pot à sucre ananas, mais également un pot à lait en forme de tête de bélier, ainsi qu'une tasse et une soucoupe en forme de la plante cobea. La forme particulière de cet ananas symbolise en fait les îles à sucre, les ensembles des terres françaises colonisées des Antilles, où se développe dès le XVIIe siècle la culture de la canne à sucre. Cet ensemble est conçu comme un ensemble, mais ne sera produit de cette manière qu'une seule fois. Et en fait, la virtuosité de ces pièces fait qu'on va les produire individuellement et elles seront vendues ensuite individuellement. Pour ce sucrier ananas, il en existe 7 à 8 exemplaires, en fait. Enfin, il y en a eu 7 à 8 exemplaires produits, dont en fait, on ne connaît
actuellement que ce seul exemplaire. Il n'y en a aucun autre dans aucune autre collection. Évidemment, ce qui caractérise aussi Sèvres, c'est le travail de la peinture sur porcelaine. Et ici, je vous présente donc ces fragments qui, en fait, sont l'œuvre du peintre et chimiste Antoine-Claude Panetier, dont on ignore quasiment tout, si ce n'est son lien avec une des célèbres peintres de la manufacture, Marie-Victoire Jacotot. Donc, il lui aurait envoyé donc, ces fragments comme modèle en fait, pour les travaux qu'elle fait donc, de ces peintures sur plaques de porcelaine. Une autre de ces peintres est Marie-Adélaïde Ducluseau, dont je vous présente ici donc, l'autoportrait de Van Dyck, enfin une copie de l'autoportrait de Van Dyck conservée au musée du Louvre. La pratique vraiment de la copie des peintures sur plaques de porcelaine connaît vraiment son apogée, on va dire, toute la première moitié du XIXe siècle. Et en particulier, le Louvre va faire appel à la manufacture pour que soient copiés les tableaux les plus célèbres, dont donc, cet autoportrait, mais également la Joconde ou d'autres œuvres. Je glisse maintenant vers la deuxième moitié du XIXe siècle. C'est vraiment un aperçu que je souhaite vous montrer. Et voici donc une période avec beaucoup effectivement d'expérimentation à la manufacture de Sèvres, dont on retrouve la trace dans les collections du musée. Ici, par exemple, donc, un exemple de vase avec cette pâte changeante qui donc, a la particularité, selon l'éclairage naturel ou artificiel, de changer de couleur et passer du gris au rose. La manufacture qui avait abandonné la pâte tendre refait également des excès de pâte tendre. Et je vous montre par exemple ici l'exemple de ce vase de l'Aurore, peint par Suzanne Estelle Apoil. Et on reconnaît donc tout un monde de douceur, en fait, je pense, qui est vraiment aussi lié à l'utilisation de cette pâte qui donne ces coloris très pastels. Autres essais, le rose, qui est très important. Rose qui, effectivement, est une couleur très difficile à obtenir. D'abord utilisée avec les pourpres, mais en fait, et donc qui va connaître des développements avec l'utilisation du chrome permettant des tonalités très fortes, comme dans ce vase. Pour poursuivre, évidemment, certains artistes travaillent comme dessinateurs ou autres et apportent leur personnalité, leur talent. Je vous montre ici, par exemple, le travail du dessinateur Paul Avis, qui rentre assez tôt à la manufacture de Sèvres et donc propose des décorations qui sont très modernes, en fait, pour l'époque à laquelle il les crée. Et en fait, il est aussi l'auteur d'un ouvrage inachevé sur l'art céramique au XIXe siècle. Autre personnalité qui partage son temps, évidemment, entre Sèvres et ses propres recherches, Fernand Tesmart, donc, qui va développer une technique propre de décoration sur porcelaine avec l'application d'émaux et de filigrane d'or grâce à ses connaissances en bijouterie. Il est donc invité régulièrement à travailler à la manufacture tout en continuant ses propres travaux. Je trouve que le rendu des fleurs sur les pièces de Tesmart sont proches de la perfection et on a vraiment la luminosité, l'aspect presque vivant en fait, de la plante. D'autres choses se passent ailleurs. Vous découvrirez lors de l'exposition pourquoi elle est ici. Donc, une manufacture, la manufacture Jacob Petit, qui effectivement va
a créé des tas de pièces dans les années 1830-1860 qui s'inspirent à la fois du XVIIIe siècle, de mondes un peu étranges, et donc va créer des pièces voilà, comme cette veilleuse, qui est également une théière, enfin voilà, aux multiples fonctions. Et puis, évidemment, je ne peux pas ne pas parler de Théodore Degg, qui a été honoré l'année dernière pendant le parcours, avec ce très beau plat au potiron, créé avec Éléonore Escalier, et dont un autre exemplaire dans les tonalités de bleu se trouve au musée des arts décoratifs. D'autres manufactures, évidemment, rentrent dans les collections du musée, notamment les manufactures européennes. Ici, je vous montre un exemple de cette théière anglaise, en fait, mais qui est particulièrement inspirée d'une théière chinoise. Donc vous voyez ici la petite théière anglaise et sa grande sœur chinoise. Vous voyez que tout est similaire. Dans l'iconographie, il s'agit de petits écureuils qui portent bonheur, un peu dans sa forme et aussi dans la matière, en fait. Donc on a vraiment ce type d'inspiration. Autre pièce qui a été une très grande découverte, en fait, au moment où nous travaillons sur l'exposition, et c'est ma collègue Viviane Mesqui qui a mené ces recherches. En fait, cette pièce est rentrée comme étant une œuvre de la manufacture de Vincennes du XVIIIe siècle. Et à la suite d'analyses faites par Antoine d'Albi à la manufacture, il s'avère en fait que c'est une pièce anglaise et probablement du XIXe siècle. Ma collègue Viviane a pu effectivement trouver des productions similaires conservées dans les musées de Bristol et également à Londres, en fait. Donc c'est vraiment une étude qui est en cours. On ne peut évidemment qu'admirer le travail de pastillage et le rendu de ces fleurs absolument exceptionnel. J'ai l'impression d'aller un peu à marche forcée, mais je veux vous en montrer le plus possible. Autre manufacture, et qui montre là encore la manière dont le musée perpétue en fait, la manière dont Brongniart envisageait ce musée avec des échanges avec d'autres manufactures. Ici, ces deux pièces, l'une venant de Tchéquie, l'autre d'Autriche, et qui représentent des personnages de contes de fées. Pièce aussi assez impressionnante de la manufacture de Meissen. Ces aiguières, en fait, sont réinterprétées ici en couleur, et elles appartiennent à un ensemble qui était initialement composé de 5 pièces en blanc et qui représentait donc les 4 éléments, avec une pièce centrale avec un décor à la gloire de la France, puisqu'elles étaient destinées initialement par le prince électeur Frédéric Auguste III à être offertes au roi de France. Pour des raisons politiques, les pièces resteront à Dresde, où elles sont toujours présentées, et donc au XIXe siècle, la manufacture de Meissen en propose une version en couleur. Autre chose, une des surprises aussi dans l'exposition, donc ce petit tête-à-tête composé d'un plateau théière de tasses qu'on imaginait de Meissen puisqu'il emporte les marques, mais en fait qui n'en est pas, donc peut-être de l'Allemagne, et avec un décor de chinoiserie que l'on retrouve dès le XVIIIe siècle et qui ici est plein de fantaisie. J'avance encore dans les siècles, pour arriver à la première moitié du XXe siècle. Ouf, en vous présentant encore quelques pièces. Ici, donc, toujours ces échanges avec d'autres manufactures, la manufacture de Rörstrand à Stockholm, qui se spécialise dans des pièces art nouveau et dont ce vide-poche est une bonne illustration. Une autre manufacture, la manufacture de Big et Grandal à Copenhague, plutôt spécialisée dans les animaux, mais qui aussi peut, dans certains cas, présenter des petits personnages mi-fées, mi-lutins,
qui peuvent peupler l'univers des fées, en fait. Je vous donne quelques indices. Parmi les collections redécouvertes, cette fois-ci par ma collègue Delphine Miroudot en travaillant sur cette collection, une grande collection de terre vernissée européenne, dont un très grand ensemble de 500 céramiques qui viennent de l'ancien empire russe et qui ont été données par le baron de Baye entre 1901 et 1929 par ses filles au musée. Non, par lui-même, puis par ses filles au musée. Il donc va collecter des objets de toute nature et dont vous avez ici quelques exemples. Un petit clin d'œil aussi. Ici, nous sommes en Lettonie, en fait, puisque à l'occasion d'un échange officiel entre le musée de Sèvres et le gouvernement letton en 1931, un certain nombre de pièces vont rentrer dans les collections, pièces, on va dire, traditionnelles, mais aussi pièces d'artistes qui travaillent alors dans les années 30. Et bon, voilà, pour l'anecdote, ces deux petites grenouilles qui se photographient. Nous repartons en France, ici avec ce très grand vase couvert de produits à Choisy-le-Roi, et donc qui a été réalisé spécifiquement pour une loterie dont elle était le gros lot. Donc on peut évidemment admirer le travail de pastigéage sur cette pièce. Nous repartons à Sèvres, à nouveau, avec donc tout le travail sur les cristallisations qui apparaît donc vers 1880, à la fois à Sèvres et à Copenhague, et qui va triompher à l'exposition universelle de 1900. Donc je vous montre ici des vases produits à Sèvres. Le travail à la manufacture se poursuit, parfois en réutilisant des formes qui existent depuis le début de la manufacture, comme dans ce service à thé, mais dont le décor original, en fait, est créé par Jean Beaumont, avec une représentation des fêtes de la nature dans un camailleux de brun, dont la couleur s'oppose à l'or, mais vraiment, voilà. Enfin, la manufacture va aussi faire appel à des artistes et passer commande à des artistes qui ne travaillent pas directement à la manufacture. Ici, donc, ce plat, qui est une commande donc, faite à Joseph Blanc et il va créer deux plats, l'un représentant donc, Apollon ici, un second Junon. Et donc, les archives de la manufacture permettent vraiment de suivre la genèse et les différentes étapes de la production de cette pièce. Outre ces deux plats, Joseph Blanc travaille aussi à la manufacture de Sèvres pour le modèle de la frise de l'histoire de l'art, qui est réalisé en grès et qui orne le Grand Palais lors de l'exposition de 1900. Cela m'amène donc aussi à évoquer par clin d'œil, on va dire, l'exposition qui se passe au Barde actuellement, plus spécifiquement sur la sculpture, et donc en vous présentant une sélection de sculptures que nous présentons dans l'exposition à Paris. Voilà. Pardon, à Sèvres. Oh, excusez-moi. Je commence avec cette tête de condottière. Donc, qui fait partie des commandes de la manufacture de Sèvres au sculpteur Alphonse Amédée Cordonnier. On peut supposer l'inspiration pour ce personnage lié au parcours de l'artiste qui séjourne très longuement et à deux reprises en Italie. Le buste est présenté à l'exposition universelle de 1900, rencontre un fort succès. Et donc, il sera produit à Sèvres entre 1897 et 1938, avec des variations en fait sur l'utilisation des matières et des couleurs. Toujours dans cet esprit, je vous présente ici ce petit vide-poche créé d'après un modèle de Joseph Chéret. C'est un artiste touche-à-tout qui va créer des sculptures, de la décoration, des constructions de cheminées, des lampes,
des vide-poches. Et il développe vraiment un univers propre qu'on retrouve tout à fait dans cette petite feuille de marronnier avec des petits personnages qui jouent avec la bogue de marron qui s'est animée. Autre sculpteur auquel la manufacture fait appel, ici, donc Charles Valton, pour ce loup suivant une piste dans la neige qui est présentée au salon de 1895, à la fois en bronze et en marbre. La manufacture, en fait, va à cette occasion un peu réévaluer sa manière de travailler la sculpture, qui habituellement est plutôt dans un biscuit laissé sans émail. Et donc, pour cette interprétation du loup, va donc à la fois utiliser une porcelaine émaillée, colorée, et je ne sais pas, vous l'apercevez également sans doute, travailler sur les cristallisations sur le socle de la pièce pour présenter la neige. Il reste malgré tout des productions en biscuits et rehaussées d'or, comme dans ce travail, fait d'après un modèle d'Émile Gaudissart, qui est sculpteur, médailliste, architecte, qui naît à Alger, où il poursuit ses études. Et en fait, il va vraiment participer à de nombreux salons de la Société des artistes français et restera inspiré par sa terre natale, comme on le voit donc dans ce buste de femme de la tribu des Ouled Naïl, dont on peut admirer le costume et la parure, grâce aussi à l'emploi de l'or qui rehausse le biscuit. Une autre inspiration, cette fois-ci plus locale, en fait, avec le travail donc, du sculpteur Kiviik, qui travaille à la fois pour la manufacture de Quimper, mais donne ici un modèle à la manufacture de Sèvres, d'une petite fillette bigoudaine qui est produite en terre cuite dans les années 20-30. Autre sculpteur, François Bazin, surtout célèbre pour la création de bouchons de radiateurs d'automobiles après la Première Guerre mondiale. Il livre aussi cette sculpture et qui n'est pas sans lien sur son propre parcours, puisque mobilisé pendant la Grande Guerre, il passe son permis de pilote et intègre une escadrille de chasse. Donc il est inspiré spécifiquement par son propre parcours lorsqu'il nous donne cette petite statuette. Une autre inspiration vient avec Édouard Marcel Sandoz, qui donc va pendant toute sa carrière s'inspirer de la nature et des animaux. Et donc on voit ici une déclinaison du crapaud qui est à la fois réaliste mais permet tout un jeu d'interprétation, là encore, sur les couleurs avec l'utilisation du grès. J'évoque, mais vraiment très rapidement, Sèvres et les deux guerres mondiales à travers deux pièces qui seront présentées dans l'exposition. D'abord, cette tourie, en fait, donc, qui en fait, montre comment, pendant la Première Guerre mondiale, la production de la manufacture va être complètement bouleversée et en fait va servir pour la fabrication de ces pièces en grès qui permettent en fait de conserver les éléments chimiques en fait nocifs. Et donc la manufacture ne produira ces pièces enfin de 1915 à 1918 à défaut de toute autre chose. Malgré tout, les artisans souhaitent continuer à exercer leur savoir-faire et on le voit dans le rendu du flammé en fait, de cette pièce qui, bien qu'utilitaire, a reçu un décor. Autre évocation très brève, la Deuxième Guerre mondiale et évidemment la catastrophe de la destruction d'une partie des collections suite à 2 bombardements. Donc je vous montre ici juste un fragment de statuette qui est ce qui reste pour l'instant de cette œuvre.
J'évoque également des ateliers un peu oubliés de Sèvres, même s'il y a déjà eu évidemment des publications sur ces 2 ateliers. Tout d'abord, l'atelier de faïence, en fait, qui aura une existence entre 1852 et 1872, et puis de 1920 à 1930 à Sèvres. Et en fait, ici, on a le travail d'un artiste espagnol qui va venir en résidence dans les années 30 à Sèvres et donc va produire un certain nombre de pièces en faïence, souvent inspirées en fait de son Espagne natale. Autre atelier avec une existence encore plus courte, celui de mosaïque en fait, puisqu'il aura vraiment une très brève existence, d'abord installé à Sèvres puis à Paris. Il va fonctionner entre 1876 et 1892. Ici, je vous montre, et c'était une des découvertes en préparant l'exposition, donc ce buste d'une figure de la céramique, en fait, qui prenait place dans une composition plus large, qui était un portique avec une seconde figure représentant la tapisserie, et qui a d'abord été initialement présentée lors de l'exposition universelle de 1889. L'ensemble prend ensuite place à l'entrée du salon d'honneur du musée, que vous voyez ici. Donc on a bien musée céramique, fondé en 1824. Et ce décor est démonté à un moment que l'on ignore, en fait, sans doute après les bombardements, vers les années 50. À ce moment, on ne sait pas vraiment ce qui se passe, et seul ce buste, pour l'instant, est conservé, et une partie des éléments d'architecture, on n'a pas du tout connaissance en fait du reste du décor. Voilà. Mais on a pu en tout cas redécouvrir cette pièce pour l'exposition et nous sommes très heureux de pouvoir l'exposer. Je finis avec si j'ai encore un peu de temps, oui ça va, avec quelques figures et céramistes indépendants qui sont évidemment représentés aussi dans les collections de Sèvres. Tout d'abord, ce bas-relief qui, lui, témoigne de l'existence éphémère d'un atelier installé par Ernest Chaplet à Vaugirard et cet atelier va produire uniquement des pièces en grès. Donc sur ce bas-relief, on reconnaît, en plus de Chaplet et de Ringel, auteurs de l'œuvre, les frères Albert et Édouard Damouze, Frédéric Examer, qui sont déjà des artistes célèbres et qui vont beaucoup contribuer par leurs travaux à une nouvelle perception de l'art céramique au XXe siècle. Autre, donc, Albert Damouze, donc, que l'on vient de rencontrer, et aussi le créateur de cette pièce pour la manufacture. Et donc il collabore régulièrement avec différents sculpteurs et ce buste notamment est créé d'après L'Aveugle et le Paralytique, un groupe signé par Gustave Michel en 1883 et dont le bronze, qui prenait initialement place dans le square de la mairie du XXe, a été fondu sous le régime de Vichy. Autre travail, celui de Pierre-Adrien d'Alpera. Ici, je vous présente cette petite tête d'enfant qui n'est pas sans faire penser à celle que l'on connaît sur un de ses vases les plus célèbres. Je finis presque avec Jules Dalou, qui donc, avec ce masque de Silène, donc, qui s'inspire d'une étude préparatoire pour le monument en bronze du triomphe de Silène, toujours présenté au Jardin du Luxembourg. Et il témoigne donc de l'expression d'un vieil homme ivre et joyeux, un peu inconscient. Après la mort de l'artiste, ses ayants droit du sculpteur vont faire éditer spécifiquement ce masque afin de le diffuser plus largement. Et donc, ces éditions seront réalisées à Sèvres entre 1903 et 1942. Ici, le travail donc, de Erna Volsom, dite DEM, qui va collaborer avec la manufacture
Elle pratique aussi bien le dessin, la peinture, puis se tourne vers la céramique. Donc, elle travaille dans l'atelier de faïence et de grès chamoté en 1937. Elle est très reconnue comme sculptrice pour ses nombreux portraits en céramique. Durant la période de l'occupation, elle poursuit son travail chez elle. Elle sera malheureusement déportée en 1942 et meurt dans les camps, en fait. Donc, et on doit à son frère, en fait, de faire connaître son travail, et c'est lui qui, en fait, va donner, en fait, cette tête au musée afin que son travail soit représenté au musée. Je finis avec une petite touche un peu plus joyeuse, on va dire, avec donc ce porte-bouquet de La Chenale, qui représente donc Falstaff, d'après l'opéra bouffe de Giuseppe Verdi, d'après William Shakespeare, dont la première a lieu, l'opéra, en 1893 et donne lieu, bon voilà, à toutes sortes de formes de produits dérivés, si je puis me permettre cet anachronisme, dont témoigne en fait ce porte-bouquet. Pour finir, je vais arrêter cette présentation maintenant. Évidemment, je ne vous ai présenté qu'une toute petite partie des œuvres qui sont présentes lors de l'exposition, puisque seulement celles dont j'ai la charge. L'équipe des 5 conservatrices, donc Anaïs Boucher, Judith Cernogora, Viviane Mesqui, Delphine Miroudot et moi-même, avons souhaité partager avec vous notre plaisir de côtoyer des objets extraordinaires, habituellement conservés en réserve. À l'image des cabinets de curiosité, j'essaye de lire ma phrase. On y trouve en effet un joyeux mélange des genres, des matériaux et des époques, avec des classements par taille, par typologie ou par couleur. Extravagants, virtuoses ou insolites, venez rencontrer ces trésors au cours d'une promenade poétique de l'autre côté du miroir. En 10 chapitres, l'âme du musée s'y révèle peu à peu, du cabinet du savant en passant par la maison des contes et les inattendus, des lointains à une très personnelle galerie des portraits. Préparez-vous à voir la vie en rose, à vous laisser séduire par le pouvoir des fleurs et éblouir par tout ce qui brille. Je vous remercie.